Il a voulu détruire le marché de la peinture, il considérait que les peintres, dorénavant, faisaient de la peinture au kilomètre, dans son expression, spaghetti, coupert évidemment, donc il fallait sortir de la peinture. La peinture était devenue un art capitaliste à ses yeux. Avec le succès qu'on sait, puisque d'une certaine manière, je pense qu'il y a la formule de réglementation parfaite, un capitalisme artistique, où il y a du travail dans l'atelier, tout est dans l'ordre de la promotion, où l'art plastique de la peinture et de la sculpture, à valeur d'éclat, est écartelé entre eux, donc marketing, où il y a des temps, il y a alors fait marketing, promotion de soi, enfin relationnel, publicité même, hein, c'est un espace qu'il a créé d'une certaine façon. Avec le dadaïsme aussi, même s'il y a une poésie en acte et un renouvellement de forme, je dirais plus littéraire que plastique, il y a eu cet affaire-là. Mais pour revenir effectivement aux activismes féministes homosexuels, l'art contemporain, malheureusement, n'a pas été créé par les femmes. Alors, les femmes se sont insérées massivement depuis les années 60. Alors, je ne sais pas si c'est une chose pour elles. Elles n'ont pas eu le temps de s'insérer massivement dans la modernité picturale. Il y a très peu de femmes, il y en a beaucoup plus depuis les années 60, mais dans un espace où il n'y a plus beaucoup de modernité picturale, je trouve qu'il n'y a plus de recherche plastique. On avait parlé, tu as voulu effectivement distinguer, René, ce que fait d'ailleurs Nathalie Anish, je crois que c'est relativement officiel, cette distinction entre un art de forme, au moins un art moderne, soucieux d'une forme plastique, et puis un art contemporain qui relance en fin de compte le dadaïsme, qui n'est pas un art plastique en ce sens-là, c'est qu'ils n'inventent pas de forme, ils font des collages, surréalistes aussi, ne fait que des collages de formes contenues, c'est le choc de formes contenues qui crée l'émotion, d'ailleurs plus poétique que plastique, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est des images, c'est une invention d'images. Pour ça, je fais toujours cette distinction entre un art d'image, mais qui va jusqu'à l'installation, et un art de forme qui renouvelle les choses. Et l'art moderne, pour moi, s'arrête plutôt à l'abstrait. Le pop art, qui d'ailleurs n'est pas arrivé simplement aux États-Unis, il y a eu des grands modernes qui se sont déposés, donc peut-être parlant de terrain, les gens comme Greenberg peut-être préparer le terrain du minimalisme et du pop art, en disant la peinture abstraite ou la peinture pure, la peinture en deux dimensions. Ça, c'est pas autre chose. C'est tout à fait discutable, la réalité comme vraiment l'élément majeur de la forme de l'histoire de l'art, c'est tout à fait contestable. Mais cette dénonciation d'un pop art lié à un art de masse, donc une capitalisation intégrée de l'art moderne, mais qui justement n'a monté plus de forme, en l'occurrence, pour se jouer sur des codes. Voilà ce dont on est montré depuis 40-50 ans, à mon sens. Alors, ce que je voulais dire encore, on finit par oublier, d'une certaine manière aujourd'hui, c'est peut-être à ça aussi que sert l'art contemporain, l'histoire de l'invention des formes, parce que ce qui caractérise quand même l'histoire de l'art moderne, l'histoire de la peinture, les origines qui sont jusqu'à Bacon, éventuellement ou du Charles Freud, c'est le renouvellement des formes. C'est-à-dire qu'on crée des choses qu'on n'a jamais vues. Ce qui n'est pas le cas de l'installation, par définition. C'est une composition de choses déjà vues, et dans l'assemblage qui est une dimension. Mais on ne va pas refaire une tête. Peut-être selon Giacometti, c'était du jamais vu. Peut-être selon Picasso, c'est du jamais vu. Ça, c'est l'invention de forme. On en oublie l'invention de forme. James Joyce n'invente aucune forme. Ça va pratiquement réinventer formellement. Une photo placée en sérigraphie en 2 tons, c'est une invention de forme. Donc, on oublie l'invention de forme. C'est pas un oubli rien, celui-là. Enfin, quand même, j'ai l'impression qu'on oublie ce problème de Rue-sur-Ré. D'autant plus pour venir à Rancière, il est assez singulier de voir que dans son dadaïsme, effectivement très sophistiqué, hein, des régimes d'identification de l'art, le dernier en date, dans lequel on est encore, régime d'identification donc esthétique de l'art, il renvoie dos à dos l'anti-art et l'art pur, qui serait né à peu près à la même période. D'autant plus Jean, quand même, un primat littéraire dans son analyse, puisqu'il place quasiment la littérature à l'origine de l'art abstrait, c'est assez particulier, en citant des exemples de description littéraire à l'époque du réalisme, des Fagongo, par exemple. Et lui-même, dans ses choix artistiques, est très contemporain, au sens de l'art contemporain défini par Nathalie Anish, le musée d'art contemporain moderne du monde entier. Les choses sont assez clairement définies. Encore faut-il voir une scission entre Duchamp et Picasso. Ce qui était très clair pour Duchamp. Duchamp considérait que le cubisme a tout à voir avec la plastique, pure en plastique, et puis le surréalisme n'a rien à voir avec la peinture. Il est bien passé pour savoir. Et pourquoi pas, d'ailleurs, moi je ne suis pas contre l'art contemporain. Il faut faire un art complètement différent. Peut-être plus sujet au capitalisme que les autres, peut-être essentiellement capitaliste, pourquoi pas. Mais qui n'a rien à voir avec l'histoire des formes. Moi j'avais quelque chose à dire pour un refus Caire. C'est pas grand chose. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la brasserie La Palette. Hein. Beaux-Arts. Alors là, par exemple, là où on y va, si on y va, pour justement un peu ça, c'est assez connu pour les garçons qui sont désagréables. En tout cas, c'était comme
comme ça, impoli, qui... Et je pensais que si c'est ça, parce que je m'avais dit, c'était quand même grand refus, c'est tourner le dos, que ça aussi, ça peut devenir une sorte de mode, un marchandise, c'est bien sûr, après, on dit par rapport au choc, le choc de l'avant-garde, il faut toujours refaire, il faut toujours réinventer. C'est pas une stratégie, ça ne peut pas être une stratégie, c'est toujours au revoir, il n'y a pas de garantie non plus. À un certain moment dans notre discours, il me semblait que c'était comme une sorte de solution, proposition qui allait peut-être changer les choses, mais rien de moins sûr, c'est tout ce que je sais dire. Non. Je sais qu'il y a toujours la possibilité, la tentation pour une posture dissidente de devenir, comme chez Baudelaire, le geste d'un dandy, et de s'installer dans le geste du dandy. Bon, donc c'est ça devient une posture fichée, quoi. Ce dont j'essaye de parler là, c'est d'autre chose qui est dans la tradition nietzschéenne, disons, la nécessité, face à des moments qui sont des moments compacts, disons, où les choses sont bloquées, où il y a des sortes de thromboses, on a le sentiment d'être dans un état de glaciation des choses, l'importance de la profération d'un nom décidé. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un geste vital. On est, si vous voulez, dans ce qui peut caractériser l'époque aujourd'hui, on le constate facilement, c'est l'incapacité pour une voix qui compte de dire un nom décidé. On peut dire une multitude de petits noms à des choses insignifiantes. Ça, on peut le faire. Tout le monde le fait. Mais l'impossibilité de proférer un nom décidé à ce qui est, disons, ce qui constitue des éléments déterminants ou structurants dans l'état des choses. Ça, c'est pas possible, parce que si vous proférez un nom de cette espèce-là, alors là, du coup, évidemment, à partir du moment où ça a un sens, ça peut prendre un sens politique, vous serez criminalisé, vous serez mis à l'encan, vous serez considéré comme quelqu'un qui n'est pas inscrit dans le champ de la communication. Bon. Et c'est important, contre cet état des choses, de maintenir cette position, qui est une position paradoxalement affirmative. C'est les puissances affirmatives du nom. Il s'agit de défendre les puissances affirmatives d'un nom décidé à quelque chose qui concerne l'essentiel. Bon. Voilà. Et moi, je vois que, enfin, mon diagnostic, c'est que ça, je suis tout débloqué dans cet état de l'art contemporain. Donc, ça n'est pas en commençant à faire des distinguos et à dire oui, il y a des choses dans ce qu'est la position, disons, rancière, il fait le tri, quoi. Il dit ça, c'est intéressant. Il dit, ah oui, ça, tel truc, ça, oui, c'est intéressant parce qu'il va y détecter quelque chose qui va dans le sens de ce que lui veut sauver ou encourager ou promouvoir du côté des puissances critiques de l'art encore aujourd'hui. Bon, la position que je défendrais, c'est que en adoptant cette posture-là, on entre dans le jeu des choses, on entre dans cet espace-là, et l'espace va évidemment se refermer sur vous comme une plante carnivore. Bon. Donc, il faut se mettre dans cette position indéfendable, qui est celle qui consiste effectivement à établir, enfin, grand refus, je ne sais pas, c'est plutôt proférer quelque chose. Il s'agit de proférer quelque chose qui est, enfin, qui aspire à avoir une puissance de destitution. Il s'agit bien de destituer quelque chose. Voilà. Mais bon, je dis tout ça, c'est évidemment, encore une fois, ironique, puisque je ne me prête pas à cette puissance de destitution, rassurez-vous, c'est pas la peine d'appeler l'ambulance. Mais j'essaye simplement de dire, voilà, une direction, voilà, définir un geste, styliser un geste.
crédibilité. C'est tout simplement ça, mais ça, je pense que ça a un sens philosophique, ça a un sens dans la tradition philosophique. Le dernier grand porteur de ce geste-là, c'est Nietzsche, me semble-t-il. C'est un point de repère, disons, c'est une lumière dans le... ça nous fait signe du côté de la tradition philosophique, mais on trouvera l'équivalent, évidemment, bien sûr, dans la littérature, dans le cinéma aussi, certainement. Chez Godard, par exemple, il y a des moments comme ça. Dans Pierrot le Fou, quand on s'adresse à un moment donné, l'acteur il se retourne et s'adresse directement au public, il cache toute la machine. Bon, là, il y a quelque chose de ce geste-là. En anglais, on dit la société de la consommation, la société de la consommation. De consommation, oui. En anglais, on dit plutôt consumer culture. C'est pas complètement dans votre sens. Oui. Les étudiants, je dis, je ne veux pas employer le terme culture. Mais en français, ça a déjà été dit souvent que la société de consommation est une société de consommation. C'est-à-dire, voilà, du côté du peuplage. C'est assez. Ce n'est pas dans le même genre d'expression, mais ce n'est pas. C'est moins éloigné peut-être que tu ne le dis des critiques de Pasolini sur la société de consommation, ou également de la culture de masse, parce que de Adorno, parce que la culture de masse, c'est quand même la culture de consommation, la culture de loisir, et qui n'est pas du tout en liaison avec l'idée d'une transformation sociale. Je crois que donc c'est quand même dans la continuation, mais ça on passe à un autre stade. C'est en continuité, mais ce n'est pas exactement la même répétition, ça prend une forme différente à ce moment-là. Parce que les notions de société de consommation chez Pasolini ou de culture de masse chez Adorno n'interviennent pas avec les mêmes conceptions de l'art à ce moment-là. Ça s'opposerait plutôt, à un art d'élite, surtout chez Adorno, par exemple. Il y a une notion d'élite qui est liée très certainement à la notion de l'art. Tandis que là, ce n'est pas en liaison avec ce qui est un art populaire et un art d'élite. La division ne passe pas, par la même, j'ai l'impression, par la même coupure. C'est pas le même genre de division, puisque tu as cité à la fin, je termine là-dessus, tu faisais appel à des gigantismes de la production picturale asiatique ou chinoise, peut-être, qui ne peut exister. Qui ne peut exister que si ce sont des œuvres qui ne sont pas faites pour être elles sont faites pour être achetées, mais elles ne sont pas faites pour être regardées, si l'on peut dire. C'est ça. Et on se demande comment elles peuvent être produites, d'ailleurs. Mais là, elles sont bien commanditées. Non, tu dis ce n'est pas commandité, c'est l'auteur, c'est ça que je n'ai pas très bien compris, qui se lance lui-même dans. C'était qui c'est qui avait parlé de commandité? C'était toi ou je ne sais pas qui c'est ça? Tu dis, c'est le point qui m'a un peu intrigué. Tu dis ce n'est pas commandité, mais c'est l'auteur qui se lance lui-même dans cette provocation, dans cette sollicitation des faveurs sociales. Et dans cette mesure, tu pourrais dire, il drague le public. Mais encore faut-il qu'il ait mis en œuvre, justement, si sont des œuvres très, très grandes, de 5 mètres de taille, pour la peinture, par exemple, ça ne se fait pas comme ça, donc il faut bien que ça soit
que ça soit accompagné de quelque chose qui est une commande. Ou bien lorsqu'on installe, par exemple, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui installe des lapins en caoutchouc au palais de Versailles. Oui, donc c'est bien commandité, ça, c'est bien des commandes de l'État, ou lorsque Boltanski installe un artisanat de Nîmes au Grand Palais. Pas une commande. Oui, mais Travanet, tu vois la situation française qui est tout à fait particulière. Ceux qui montent au pinacle dans le marché de l'art, par exemple, qui sont achetés par les millionnaires, les nouveaux milliardaires plutôt chinois, ça passe pas du tout par ces circuits-là. Ça passe pas par ces circuits-là. En France, il y a encore un rapport entre l'État et l'art, donc la commande joue un rôle important, etc. Mais pour le reste, on est vraiment dans le capitalisme liquide. Donc il faut plaire aux nouveaux riches du monde. Il faut attirer l'attention des nouveaux riches du monde pour arriver au sommet des prix du marché aujourd'hui et se retrouver au fond des coffres en Suisse ou ailleurs. C'est quand même c'est ça le phénomène nouveau aujourd'hui et qui fait que les choses, les prix n'ont plus de sens. Enfin, c'est une bulle. Il y a une bulle exactement comme la bulle spéculative qui a fait sauter la banque en 2008. C'est exactement la même chose, c'est le même principe. Mais c'est bien. Parce que par exemple, Arnaud est en train de faire son shopping en monde entier pour une nouvelle fondation Louis Vuitton. C'est très Oui, alors ceux-là, au moins, ils connaissent un peu. Ceux-là, ils connaissent un peu. Ils espèrent que. Oui. Et là, c'est un public qui est devenu, bien sûr, c'est devenu le public, mais c'est quasiment privé aussi. C'est à lui, Arnaud. Et il va faire des soirées privées justement pour LVMH. C'est très très politique. Parce que du coup, cette expression culture de masse et compagnie, elle est quand même biaisée, parce que si je prends, on parlait de philosophie, là, tu disais, mais si je prends, non, c'est pas toi qui disais, c'est la dame qui est partie. Si je prends un Bernard-Henri Lévy, par exemple, hein, il évolue pas dans la masse, il évolue bien dans ce qu'on appelle l'élite. Bernard Arnault, il n'est pas dans la masse non plus. C'est bien. Comment dire ça? Toujours un peu embêté, moi, avec ces histoires de culture de masse, parce que je m'aperçois bien que les gens que l'on me dit qui sont très mauvais, qui sont donc de culture de masse, en fait, n'y sont pas du tout. Monsieur Bernard-Henri Lévy n'est pas un homme du peuple, quoi. Il est bien dans un circuit de l'entre-soi. Qu'est-ce qu'on appelle l'élite? Oui, non, mais je suis entièrement... L'école normale supérieure. D'accord, je suis entièrement d'accord avec toi, ça je sais bien qu'il faut après, tous les mots sont piégés. Tous les mots sont piégés, mais à force, si tu veux, c'est là où je suis un peu en colère et un peu à toujours entendre cette histoire de cette culture de masse, qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas sympathique, qu'elle est mauvaise, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Puis je me dis, mais attendez, là, moi, vous me parlez de gens qui sont dans l'entre-soi d'une société que l'on dit société d'élite. Et que c'est eux qui lisent. C'est pas le peuple qui lit Bernard-Henri Lévy. Est-ce qu'il est encore vu? Mais dans l'entre-soi, oui, puisqu'ils se reçoivent les uns les autres, quand même. Mais dans cette dernière question, dernière intervention constitutionnelle, oui, tu as raison d'utiliser ce mot, qui est bien. Tu dis, je l'ai inventé, tout à fait, parce qu'il est utilisé chez Guyotat, en particulier dans progéniture. Mais le corps constitutionnel, c'est précisément le corps
le corps quelconque, le corps qui donne de la progéniture, un peu sans le citer, en appuyant sur les propositions de Fourier, le mariage et la prostitution légale, qui ont été repris par Engels, tandis que le corps prostitué, qui donne, c'est le même Guyotat, le livre de la prostitution, et le corps valorisé, alors que le corps qui donne la progéniture, c'est le corps prostitutionnel. Donc, il y a peut-être intérêt à jouer sur ce mot en n'utilisant pas nécessairement prostitutionnel dans un sens péjoratif, et un peu pour répondre à Fourier, pratiquer à ce propos ce que lui-même pratique à propos du monopole commercial dans son article des propriétés encore inconnues du monopole commercial, comme il avait fait les propriétés encore inconnues de la franc-maçonnerie, qui pouvaient se convertir en religion de la volupté. Le monopole commercial pouvait se convertir en corruption générale du monde et suppression des velléités de conquête de l'empire de Napoléon. De la même façon, on pourrait peut-être broder sur cette prostitution qui est à l'heure actuelle où les sociétés et les personnes bien pensantes veulent supprimer la prostitution des deux côtés, à la fois du proposant et du proposé. On pourrait dire qu'en généralisant la prostitution, dans le sens de la généralisation utilisée par Bataille, par Jean Callois, on pourrait au contraire transformer cette tendance constitutionnelle en quelque chose de positif, peut-être relativement à l'art contemporain. Donc elle n'est peut-être pas totalement à prendre dans le sens négatif. D'ailleurs, tu l'as expliqué toi-même. Mais je pense qu'on peut aller plus loin que de dire que je n'y attache pas de notation d'ordre moral. Je crois qu'on pourrait peut-être jouer avec cette idée de la prostitutionnalité de l'œuvre, qui n'est peut-être pas totalement. Elle ne l'est pas d'ailleurs totalement négative d'autre part. Je parle. Ceux que j'ai cités là, comme Boltanski ou autres, précisément ne sont pas négatifs, même si l'on peut les considérer comme prostitutionnels. Ils ont quelque chose qui fait que cet art contemporain, même s'il a des aspects qui sont révulsifs, on pourrait dire, ne peut pas être considéré totalement d'un point de vue négatif. Et d'autre part, dernier mot aussi, peut-être que c'est que tu dis à la fin, il faudrait que ça soit porté dans un autre lieu. Oui et non, parce que je pense pas qu'on a bien un moment là, il suffit de mettre quelque chose dans un musée, c'est une œuvre d'art. Toi tu dis l'œuvre d'art se transporte ailleurs, oui, mais est-ce que le seul transport de l'œuvre pourrait être suffisant? Ça serait peut-être un peu dangereux de le dire, parce qu'une œuvre peut être à l'intérieur d'un musée révolutionnaire ou d'une exposition, tandis qu'une œuvre transportée, même si elle est dans un lieu qui est très révolutionnaire en lui-même, dans la pratique sociale, n'est pas une révolution dans l'art. Donc, enfin, je dis là un petit peu des banalités, mais c'est mais attends, parce que je t'en dis à l'improsa et tout parent. Répète. Je veux dire qu'il y a des philosophes aujourd'hui qui se sont spécialisés dans l'étude de la culture populaire de masse.
La prochaine fois, c'est-le. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur vos feuilles? Je ne sais pas. Tu as parlé de Michael Dufresne. Il n'y a personne? Hans Krebs. Ouh, c'est toi! De Diane? Michael Dufresne. Pour leur participation, René Scherer. Il envoie des supercubes. Donc vous lui avez parlé. C'est une généalogie. Et parce qu'il a dû, je sais pas Qui lui pourquoi. paraissait pas bon. Enfin, l'hospitalier devenait professionnel. Hein. C'est assez rare. Non, Il n'y a pas n'importe, mais bon. Critique. Le dadaïsme aussi, même s'il y a une poésie en acte et un renouvellement de forme, je dirais plus littéraire que plastique, il y a eu cet affaire-là. Mais pour revenir effectivement aux activismes féministes homosexuels, l'art contemporain, malheureusement, n'a pas été écrit par les femmes. Alors, les femmes se sont insérées massivement depuis les années 60. Alors, je ne sais pas si c'est une chose pour elles. Elles n'ont pas eu le temps de s'insérer massivement dans la modernité picturale. Il y avait très peu de femmes, il y en a beaucoup plus depuis les années 60. Mais dans un espace où il n'y a plus beaucoup de modernité picturale, je trouve qu'il n'y a plus de recherche plastique. On avait parlé, tu as voulu effectivement distinguer, René, ce que fait d'ailleurs Nathalie Anish, je crois que c'est relativement officiel, cette distinction entre un réaliste, il a voulu détruire le marché de la peinture, il considérait que les peintres, dorénavant, faisaient de la peinture au kilomètre, dans son expression, spaghetti, il coupait régulièrement, donc il fallait sortir de la peinture. La peinture était devenue un art capitaliste à ses yeux. Avec le succès qu'on sait, puisque d'une certaine manière, je pense qu'à la formule de réglementation parfaite, le capitalisme artistique, où il y a du travail dans l'atelier, tout est dans l'ordre de la promotion, où l'art plastique de la peinture et de la sculpture, de leur d'éclat, est écartelé entre eux, donc marketing, mais il y a des fois, il y a fait marketing, promotion de soi, enfin relationnel, publicité même, hein, c'est un espace qu'il a créé de certaine façon, avec un art de forme, au moins un art moderne, soucieux d'une forme plastique, et puis un art contemporain qui relance en fin de compte le dadaïsme, qui n'est pas un art plastique en ce sens-là, c'est qu'ils n'inventent pas de forme, ils font des collages, surréalistes aussi, ne fait que des collages de formes contenues, c'est le choc de formes contenues qui crée l'émotion, d'ailleurs plus poétique que plastique, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est des images, c'est une invention d'images, pour ça je fais toujours cette distinction entre un art d'image, et qui va jusqu'à l'installation, et un art de forme qui renouvelle les choses. Et l'art moderne, pour moi, s'arrête plutôt à l'abstrait. Le pop art, qui d'ailleurs n'est pas arrivé simplement aux États-Unis, il y a eu des grands modernes qui se sont déposés, donc peut-être par le terrain, les gens comme Greenberg, peut-être préparer le terrain du minimalisme et du pop art en disant la peinture abstraite ou la peinture pure, la peinture en deux dimensions, ça c'est pas autre chose, c'est tout à fait discutable, la réalité comme vraiment l'élément majeur de la forme de l'histoire de l'art, c'est tout à fait contestable, mais cette dénonciation d'un pop art lié à un art de masse, donc une capitalisation intégrée de l'art moderne, mais qui justement n'a monté plus de forme, en l'occurrence pour se jouer sur des codes. Voilà ce qui est en train de démontrer depuis 40-50 ans, à mon sens. Alors, ce que je veux dire encore, on finit par oublier, d'une certaine manière aujourd'hui, c'est peut-être à ça aussi que sert l'art contemporain, l'histoire de l'invention des formes, parce que ce qui caractérise quand même l'histoire de l'art moderne, l'histoire de la peinture, les origines qui sont jusqu'à l'école, éventuellement au Duchamp de Freud, c'est le renouvellement des formes. C'est-à-dire qu'on crée des choses qu'on n'a jamais vues. Ce qui n'est pas le cas de l'installation, par définition. Une composition de choses déjà vues, et dans l'assemblage qui est une dimension. Mais on ne va pas refaire une tête. Peut-être selon Giacometti, c'était déjà vu. Peut-être selon Picasso, c'est déjà vu. Ça, c'est l'invention de forme. On oublie l'invention de forme. James Booth n'invente plus de forme. Ça a pratiquement réinventé formellement. Une photo placée en sérigraphie en 2 tons, c'est une invention de forme.